Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de Parlement Hebdo en compagnie d'Aude Mourachini. Bonjour Aude. Bonjour Delphine, bonjour à tous. Nous allons donc repasser l'actualité politique et parlementaire de la semaine en revue, à commencer par la polémique qui n'en finit plus après les propos du ministre de l'Intérieur Claude Guéant sur les civilisations qui ne se valent pas toutes. C'est l'Assemblée nationale qui s'enflamme. Mardi, le député apparenté socialiste de Martinique, Serge Letchimy, provoque le départ du gouvernement de l'hémicycle après avoir évoqué le nazisme et les camps de concentration. Une usine flambant neuve au Maroc pour Renault. Voilà de quoi relancer le débat sur les délocalisations avec des critiques qui fusent dans la majorité comme dans l'opposition. François Bayrou, le candidat à la présidentielle du MoDem, chantre du Made in France, parle de drame pour notre pays. Au chapitre de la présidentielle, Nicolas Sarkozy, de plus en plus candidat. Dans une interview au Figaro Magazine, le président de la République passe à la vitesse supérieure. Il vante ses valeurs pour la France et lance l'idée d'un référendum sur les indemnités des chômeurs s'il est réélu. Et avec nous pour commenter cette actualité de la semaine, Marielle de Sarnez. Bonjour, merci d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes députée européenne, vice-présidente du MoDem et directrice de campagne de François Bayrou. Vous l'étiez déjà en 2007, vous l'étiez déjà en 2002. Non, pas en 2002. Pas en 2002, alors en 2007. Première question peut-être sur les sondages, après avoir monté en flèche au mois de décembre. Il y a une sorte de stagnation en ce moment, aux environs pas mal. 12%. Non, 13 ce matin, 14 hier. Je trouve que tout ça est pas mal. Compte tenu, alors quel terme choisir? Des espèces de connivence monopolistique, médiatique du Parti Socialiste d'un côté et de l'UMP de l'autre qui, évidemment, monopolise, privatise la sphère d'expression médiatique. D'ailleurs, j'ai saisi le CSA qui lui-même a constaté qu'il y avait quasi une monopolisation par deux candidats de l'espace médiatique et qui a alerté les chaînes. Alors, je vais rester extrêmement vigilante. Je pense que les Français ont droit au pluralisme dans cette campagne. Donc, dans les sondages, non, je ne suis pas d'accord parce qu'il a pris 3 points hier matin pour passer à 14. Il est à 13 égal. À 12. Donc, c'est pas un creux, voilà. Alors, est-ce qu'on va recommencer à monter? Oui, bien sûr que oui, parce que je ne doute pas que les Français, d'abord, se laisseront pas imposer le choix qu'on essaye de leur balancer tous les jours, comme ça, en leur disant, écoutez, le premier tour a déjà eu lieu, circulez, il n'y a rien à voir, on a d'ores et déjà les candidats deuxième tour. Au fond, c'est pas du tout ce que les Français attendent. Et donc, je suis extrêmement confiante. Ils veulent un autre choix, ils veulent un autre changement. Et ils sentent bien que François Bayrou peut leur apporter les réponses qu'ils attendent. Donc, pas de période de creux, tout va bien. Confiante. D'accord. Par rapport à 2007, cette campagne, elle est plus difficile cette année en 2012. C'est le pays qui est dans un état plus difficile qu'en 2007. Et c'est ça qui nous soucie. Et c'est ça le souci de François Bayrou, tout à fait justifié. Tout ce qu'il avait dit sur la dette, sur le déficit depuis 2002. En 2002, François Bayrou propose la règle d'or. Si on l'avait écouté, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et donc c'est le pays qui est dans une situation de crise très très lourde, très très grave. 10% de chômage, c'est quelque chose qui peut déstabiliser une société tout entière. Allez, on passe au lundi et Nicolas Sarkozy et Angela Merkel qui ne se quittent plus. Main dans la main sur le perron de l'Élysée et côte à côte lors d'un entretien télévisé, la relation entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy est au beau fixe. Le chef de l'État manifestement ravi du soutien que lui a apporté la chancelière à l'occasion d'un conseil des ministres franco-allemand. Un coup de pouce électoral attendu et annoncé par l'Élysée depuis plusieurs jours. Marion Lefebvre. C'est un tandem désormais bien rodé. Il multiplie les conférences de presse communes et pour la première fois, Nicolas Sarkozy et Angela Merkel participent ensemble à un entretien télévisé. Un couple uni à l'écran. La chancelière a officiellement annoncé son soutien au président futur candidat. Par le passé, lui m'a apporté son soutien. Il est donc tout naturel que je le soutienne également lors de cette campagne. Quand quelqu'un pour qui vous avez de l'amitié et que vous admirez dit « je soutiens l'action qui est la vôtre », ça me fait plaisir.
Pour autant, les Allemands choisissent librement, les Français choisissent librement. Et nous sommes ici pour faire notre devoir. Les deux dirigeants sont à l'unisson. Ils prônent la convergence, défendent le traité européen. Angela Merkel balaye toute renégociation. Interrogée sur François Hollande, la chancelière a fait comprendre qu'elle n'était pas très pressée de le recevoir. Écoutez, rien n'est encore décidé. Mais le président de la République n'avait pas non plus reçu M. Steinmeier. Nous prenons nos décisions en fonction des circonstances. En ce moment, nous avons d'autres problèmes à régler. Mais le Parti socialiste confirme et persiste. Il a lancé une invitation à la chancelière afin de rencontrer le candidat Hollande avant l'élection. Est-ce que vous pensez que c'est un bon calcul politique d'afficher le soutien de la chancelière allemande de la part de Nicolas Sarkozy? Je vais essayer de m'en tenir au principe. Moi, je ne sais pas, je pense que Sarkozy fait sans doute des calculs politiques, mais ce n'est pas ça la question. La question, c'est une question de principe. Quand Angela Merkel, en tant que patronne de la CDU, viennent éventuellement soutenir Nicolas Sarkozy dans un meeting, c'est son choix, c'est leur choix. Bon, c'est pas un choix que je ferai, mais enfin, après tout, c'est leur affaire. Mais qu'elle vienne comme chancelière à l'Élysée, dans une visite officielle, et en même temps faire, au fond, de la propagande pour Nicolas Sarkozy, c'est un mélange des genres qui est absolument condamnable et que je condamne, qui n'est pas sain. Et là aussi, c'est des questions, au fond, de principes démocratiques, je trouve, qui ne sont pas bien traitées. On en revient quand même à cette idée de calcul politique dont parlait Delphine. Il y a un côté premier de la classe, évidemment, du bon élève allemand. Est-ce que ça ne peut pas un peu agacer parfois, justement? Et est-ce que finalement, je pense que c'est contre-productif que font... elle vient comme ça, dans cette campagne, dire « je soutiens Nicolas Sarkozy ». Alors évidemment, ça montre l'hypocrisie qu'il y a à expliquer depuis des semaines et des mois que Nicolas Sarkozy n'est pas candidat, qu'il n'est pas en campagne, qu'il fait son job de président de la République. On voit bien que tout ça est évidemment complètement faux, donc ça met à mal cette imposture, au fond, en termes de communication. On sait qu'il se déclare la semaine prochaine. Oui, enfin, la vérité, c'est qu'il est candidat depuis des semaines et des semaines et des semaines, et que tout ça, c'est encore le problème d'inéquité que nous avons. À propos du couple franco-allemand, vous qui êtes députée européenne, comment est perçue cette hégémonie du couple franco-allemand chez les parlementaires européens? C'est pas une hégémonie du tout du couple franco-allemand. Une prééminence. Au fond, c'est une prééminence de l'Allemagne, si on regarde les choses telles qu'elles se passent. On voit bien que l'Allemagne a un discours sur l'Europe, a des opinions sur l'Europe. Moi, j'ai pas les mêmes, enfin au moins ils ont leur propre discours et leurs propres opinions. Et qu'en face, la France apparaît, on va dire, allez, un peu faible, sans porter vraiment de message européen ou de conception de l'idée européenne qui est la nôtre. Nous ne connaissons pas la position française, au fond, sur l'Europe que nous voulons. Nous connaissons la position allemande. Et donc, c'est une relation que je trouve déséquilibrée. On a besoin d'une relation franco-allemande, mais on a besoin qu'elle soit équilibrée. Ça n'est pas le cas. Alors, on l'a entendu dans le sujet, François Hollande a lui aussi sollicité un entretien auprès d'Angela Merkel. Est-ce que François Bayrou a des contacts outre-Rhin? Est-ce que lui aussi on a des contacts depuis toujours, et avec Angela Merkel, avec Wolfgang Schäuble, etc. Mais je trouve que l'idée comme ça de se dire il faut absolument aller voir la chancelière pendant l'élection présidentielle française, et pour moi, je trouve quelque chose que je trouve un peu étrange, c'est-à-dire qu'on ne peut pas critiquer d'une part le fait qu'Angela Merkel vienne soit dans la campagne présidentielle française et fasse de la publicité pour le président sortant, et puis réclamer comme ça de la voir parce qu'on aurait besoin voilà, de son soutien implicite. Il y a quelque chose là-dedans qui est étrange pour moi. François Bayrou, s'il était élu, soutiendrait le traité européen tel qu'il a été préparé? D'abord, on va voir si ce traité est ratifié. Et s'il y a un traité ratifié à 25 pays, évidemment, c'est difficile de tout mettre à bas. Alors, est-ce que ce traité est mal inspiré? Est-ce qu'on pourrait s'en passer? Moi, je pense qu'on pourrait s'en passer. C'est-à-dire qu'au fond, la discipline budgétaire, parce que c'est ça dont il est question dans le traité, il y a des traités précédents qui existent. C'est ce que disait Valéry Giscard d'Estaing. Eh bien, écoutez, c'est bien, franchement. Il y a des traités précédents qui ont fixé des règles, notamment la règle du 3%. Appliquons-les, ces règles. Alors je vois bien qu'on essaye de faire de la politique avec ce traité. Si ce traité est ratifié par tout le monde pour redire ce qu'on dit depuis 30 ans, à savoir appliquons les règles, bon, c'est pas forcément très bien inspiré, il n'y a pas de drame non plus. Mais il va falloir repenser au rôle de l'Europe dans les mois et les années qui viennent et au message que la France doit à l'Europe et au monde. Et de ce point de vue-là, je dois dire qu'aujourd'hui, je ne suis pas satisfaite de cette absence de message. Eh bien, on va passer au mardi maintenant, quand la civilisation façon Claude Guéant fait beaucoup de bruit dans l'hémicycle.
C'est donc une phrase relevée au cours du précédent week-end. Le ministre de l'Intérieur qui affirme devant les étudiants de l'UNI, syndicat très marqué à droite, que toutes les civilisations ne se valent pas. En ce mardi, c'est un député apparenté socialiste qui va mener la charge. Pas vraiment en douceur, c'est Mathilde Terrier qui nous le raconte. Ce week-end, c'est lui qui provoquait la polémique avec ces civilisations. Un dérapage sémantique contrôlé qui vient d'être chassé par un autre. Vous, M. Guéant, vous privilégiez l'ombre. Vous nous ramenez jour après jour à ces idéologies européennes qui ont donné naissance aux camps de concentration, au bout du long chapelet esclavagiste et colonial. Monsieur Guéant, le régime nazi, si soucieux de purification, était-ce une civilisation? Mes chers collègues, la barbarie on de l'esclavage dans la colonisation, était-ce une mission civilisatrice? Il existe, monsieur le Premier ministre, allons, on se calme. Une France obscure qui cultive la nostalgie de cette époque, que chaque homme dans son identité et dans sa dignité. Bien. Alors, monsieur le ministre des Relations avec le Parlement. Indignés, les membres du gouvernement, le Premier ministre en tête quitte l'hémicycle. Suspension de séance. On ne peut pas accepter que la manière dont on pose la question soit une manière qui insulte toute une population et toute une civilisation, pour reprendre l'expression qui a été utilisée. Voilà pourquoi je crois que les choses sont claires, la majorité est sortie. Quelques minutes plus tard, la séance reprend. Je vous demande, Monsieur le Président, d'exiger de la part de ce parlementaire et de sa formation politique des excuses publiques immédiates. Si nous n'assistions pas chaque semaine à des provocations réitérées du ministre de l'Intérieur, cela ne conduirait pas à la dégradation d'un climat que l'on ne peut que regretter. Le président de l'Assemblée considère l'incident comme grave. Il sera donc examiné par le bureau le 14 février. Alors Marielle de Sarnez, hiérarchie des civilisations contre camp de concentration au concours des petites phrases malheureuses, qui est le gagnant? Je voudrais dire deux choses. La première, c'est que je pense que les téléspectateurs qui regardent les questions d'actualité, qui ont l'habitude de les regarder le mardi et le mercredi, moi je pense qu'ils sont consternés quand ils voient ça. C'est quand ils voient les gens hurler d'un bord et d'un autre, se lever, partir. Tout ça n'est pas sérieux, tout ça n'est pas raisonnable. Je trouve que c'est un Parlement qui dysfonctionne, que ça ne va pas, et qu'au fond notre pays mériterait mieux, et que notre démocratie mériterait mieux, et que la crise qui est là en France mériterait de la part de nos parlementaires des comportements, on va dire, plus responsables, plus apaisés, plus constructifs. Et c'est tout cela que nous voulons changer avec François Bayrou, cette espèce de caricature de la démocratie dans laquelle on a la droite, la gauche, chacun crispé sur leurs idées. Je vais venir sur la question de ces phrases, et qui s'affrontent. Il y a quelque chose là-dedans qui, pour moi, est tout à fait à rejeter. C'est pas la démocratie ou le Parlement dont je rêve. Est-ce que même le groupe socialiste ne devait pas réagir? Alors après, je vais revenir sur le fond, si vous voulez bien. Mais déjà, sur la forme, je trouve que c'est très représentatif d'une démocratie parlementaire qui ne va pas, qui ne fonctionne pas, et d'un Parlement qu'il faudra profondément réformer dans sa pluralité, la représentation des parlementaires, qui est en fait confisquée par, quand même, UMP et PS. Ils font 50% des voix, ils ont 95% des sièges. Ça ne va pas, cette espèce d'affrontement permanent. Ça n'est pas constructif pour la France. C'est la première chose que je voulais dire. Deuxièmement, les propos de Claude Guéant, je les condamne de toutes mes forces. Je les trouve plus que mal inspirés, je les trouve dangereux. Je les trouve dangereux parce que le monde dans lequel on vit est un monde qui n'est pas facile, qui est dangereux, j'allais répéter le terme, et dans lequel stigmatiser ou montrer du doigt une civilisation, un groupe de personnes, ou un pays, ou des pays, c'est exactement le contraire de ce qu'il faut. On a besoin, au fond, de pacification, on a besoin de recherche de paix, et pas de recherche d'affrontement ou de violence. Dans le monde, et chez nous en France. Et que cette manière de montrer du doigt l'islam, parce que c'est ça dont il s'agit, eh bien c'est déstabilisant pour le monde, et c'est déstabilisant chez nous en France. Et donc je condamne ces propos. Et la réponse du député, la première partie de sa réponse, on comprend bien, tout va bien, puis après il dérape. Et ceci n'est pas une bonne chose parce que les mots ont un sens et qu'il faut faire attention d'utiliser tous ces mots, par exemple de nazisme, de concentration. Je veux dire,
faisons attention à tout ça. C'est évidemment un dérapage. Et là aussi, ça ne sert pas la démocratie. Mais est-ce qu'au départ, vous pensez que Claude Guéant est en mission commandée par Nicolas Sarkozy pour récupérer une partie de l'électorat de l'extrême droite? Je pense qu'il y a une aspiration globale, visiblement, puisque on la retrouve aujourd'hui dans l'interview du Figaro Magazine. C'était un peu le discours de Dakar, hein, c'est-à-dire qu'il y a des ordres de civilisation, il y a des civilisations supérieures ou meilleures que d'autres. Je pense exactement l'inverse. Je pense qu'il y a des évolutions politiques qu'il faut évidemment condamner et qu'on peut condamner. Mais je pense qu'on n'a pas à hiérarchiser les civilisations. Et je trouve que ce discours est extrêmement dangereux pour le monde dans lequel nous allons vivre et dans lequel nos enfants vont vivre. Donc oui, je trouve qu'il y a une inspiration qui ne sent pas très bon. Donc c'était pas un dérapage, c'était volontaire. Non, je ne crois pas. Je crois que ce sont des choses, malheureusement, qu'on a déjà entendues. Et je vois bien qu'avec l'interview de Nicolas Sarkozy, on a le sentiment que cette espèce de course comme ça, des thématiques qui sont à la droite, de la droite, de la droite, il y a quelque chose là-dedans qui me révolte. Et ça n'est pas au fond la culture et la tradition de la droite française. Moi, je suis au centre, hein. Mais la droite même chiracienne d'hier, ou la droite d'avant-hier, Pompidou, Chaban, enfin bref, le RPR d'hier, d'avant-hier, ça n'était pas ça non plus. Allez, on continue l'actualité de la semaine. La sécurité, ce n'est pas seulement l'apanage de la droite. C'est ce qu'a voulu montrer François Hollande lors d'un déplacement à Dijon, accompagné par Monsieur Justice et Monsieur Sécurité, les sénateurs PS André Valigny et François Rebsamen. Le candidat socialiste à la présidentielle a détaillé ses propositions, notamment pour lutter contre ce qu'il appelle les petits caïds. On l'écoute. Je veux que les réponses soient apportées. Apportées pour régler la délinquance des mineurs, apporter pour que les quartiers ne soient pas soumis aux trafiquants, aux petits caïds. Nous mettrons un peu plus de moyens, un peu plus d'effectifs, nous les redéploierons, nous ferons en sorte qu'il y ait plus d'établissements pour accueillir les mineurs délinquants et nous ferons en sorte que dans les quartiers, il y ait une présence qui permette de rassurer. Marielle de Sarnez, on a beaucoup entendu François Bayrou sur l'emploi, l'endettement, l'école, mais un petit peu moins sur la sécurité. Alors, quelles sont ses réponses? Sur la sécurité, c'est simple. Je vois que François Hollande parle de la question des moyens. Je crois qu'il faut arrêter de se raconter qu'on va régler tous les problèmes de la société française en dépensant davantage d'argent. Il va falloir qu'on gère mieux. Il va falloir que peut-être on replace un peu les questions, on va dire, de droit, de libertés individuelles, de libertés publiques dans le débat politique français. Il va falloir qu'on replace la question aussi, je trouve, de l'effectivité de la peine et de la rapidité de la peine, notamment pour les mineurs, et de l'exemplarité de la peine. Toutes les questions de travaux d'intérêt généraux, par exemple, parce que je trouve qu'il y a quelquefois une surpénalisation, c'est-à-dire qu'au fond, mettre dans des maisons d'arrêt ou dans des prisons, c'est pas forcément la bonne solution pour celui qui commet le premier délit. Donc là, je crois qu'il y a un travail vraiment à mener, justice, police, ensemble, d'une façon apaisée. Je n'ai pas envie, mais ça n'est pas vrai, ça ne se fera pas ou ça ne se ferait pas si François Hollande était élu. On raconte des histoires aux Français, on ne va pas embaucher des policiers de plus, des enseignants de plus, ça n'est pas possible. La question demain, ça va être comment on fait des économies et comment on les fait de façon la plus juste, la plus équitable et sans toucher, au fond, aux responsabilités régaliennes de l'État, ce qu'il doit assumer. L'État doit assumer la sécurité. Et je crois que pour ça, il faut se garder de rentrer dans des débats à sécurité, de droite, de gauche. Il y a des questions qui doivent faire l'objet d'un consensus national. La sécurité est une question qui doit faire l'objet d'un consensus national. Avant tout de moyens. Oui, mais on doit arrêter. Non, écoutez, on n'a pas arrêté de mettre des moyens. On a 56% de dépenses publiques en France aujourd'hui. On est le pays d'Europe dans lequel la dépense publique est le plus haut. Me dites pas que dans les pays, je ne sais pas, moi, scandinaves ou chez nos voisins, on règle moins bien les questions, par exemple, ayant trait à la sécurité. Il va falloir mieux gérer, avoir de meilleures stratégies, faire confiance aux hommes qui sont sur le terrain, faire respecter quelques principes et sortir ces questions-là des débats de politique partisane. Moi, je suis très frappée, juste un mot, de voir que chaque année, on a le débat sur les chiffres de la sécurité qui sortent. Hein, que ce soit un ministère de l'Intérieur de droite ou un ministère de l'Intérieur de gauche, les autres disent, bon, sortons ça de la sphère, on va dire, partisane, rendons aux citoyens la vérité sur ce qui se passe en matière de sécurité dans le pays, faisons-le de façon impartiale, ça c'est très important aussi. Allez, on va passer au mercredi avec la fameuse TVA sociale qui arrive en commission à l'Assemblée.
Nicolas Sarkozy l'avait annoncé, le gouvernement l'a fait. Le collectif budgétaire est examiné ce mercredi matin en Conseil des ministres avant d'atterrir devant la Commission des finances de l'Assemblée. Au menu, bien sûr, la fameuse TVA sociale qui permettra un allègement des charges des entreprises. Chloé Buffard. Monsieur Barouin. En Conseil des ministres ce matin, le dernier collectif budgétaire du quinquennat. Deux mesures phares, TVA sociale et taxes sur les transactions financières, censées relancer l'économie. Nous n'avons pas besoin d'un troisième plan de rigueur, contrairement à ce que prétendaient certains Cassandres. Pourquoi? D'abord parce que nous recueillons les fruits de notre bonne gestion 2011, avec une baisse du déficit de l'État supérieure de 4,5 milliards à ce qui était attendu. Cela a un impact positif et mécanique de 3,6 milliards d'euros en moins de déficit sur l'année 2012. Dans la foulée, Valérie Pécresse et François Barouin sont auditionnés par les députés de la Commission des finances. Le calendrier est très serré. L'examen du texte doit débuter lundi prochain à l'Assemblée pour une adoption définitive fin février, début mars au plus tard. Mais c'est seulement 8 mois après, le 1er octobre, que la hausse de la TVA devrait être effective. Le collectif budgétaire prévoit une augmentation de la TVA et de la CSG pour financer l'allègement des charges patronales. L'objectif du gouvernement, baisser le coût du travail et relancer la compétitivité de l'industrie. Mais à gauche, on dénonce une baisse du pouvoir d'achat. François Hollande a déjà prévenu, s'il est élu, il annulera la TVA sociale. Vous avez réagi, Marie de Sarnez, dans ce sujet, aux propos optimistes de Valérie Pécresse. Oui, mais ce ne sont pas des propos optimistes. Je ne sais pas dans quel pays elle vit ou dans quel monde elle vit. Je veux dire, il faut arrêter de raconter des histoires et des cracks aux Français. Je veux dire, c'est très important de se saisir au moins de cette période de la campagne présidentielle pour leur dire la vérité sur l'état du pays. Et moi, je demande que Valérie Pécresse lise avec attention le rapport de la Cour des comptes qui vient de sortir, qui dément chacun de ses propos, qui dément chacune de ces phrases, que ça soit sur ce qu'on a appelé les plans de rigueur français, qui étaient en fait très brouillons, sans aucune lisibilité, sans aucune visibilité, le rapport de la Cour des comptes le rappelle, qui dément l'idée que tout irait très bien, Madame la Marquise, chez nous, mais c'est absolument faux. Et moi, je crois que dire la vérité, c'est la première étape nécessaire pour redresser un pays. Vous n'arriverez pas à redresser le pays, en tous les cas c'est ça que François Bayrou fera dans cette campagne présidentielle, sans affronter la vérité et sans dire les choses telles qu'elles sont. Sur la TVA sociale, est-ce que François Bayrou annulerait lui aussi? François Hollande a dit qu'il annulerait la mise en place de la TVA sociale. D'abord, je trouve que toute cette façon de faire comme ça au dernier moment, 2 mois avant une élection, n'est pas une bonne façon de gouverner. C'est pas comme ça qu'on recrée de la confiance. On recrée de la confiance en prenant des décisions sur le long terme et pas dans la précipitation. Alors vous, et ça, c'est un premier ne problème vous fait pas peur, en méthode. C'est pas que ça me fasse pas peur, c'est qu'on a une dette et qu'on a un déficit. Et que si on ne se met pas à le combler sérieusement, ce déficit va nous rattraper, les taux d'intérêt vont augmenter, et que donc s'il y a une augmentation d'un point de la TVA, nous l'affecterons au déficit. En 2013 et pourquoi pas en 2014 Pourquoi pas en 2014, sauf si, bonne nouvelle, la croissance est au rendez-vous, ce qu'on peut toujours, en tous les cas, espérer, en tous les cas, agir pour. Mais s'il y a un point de TVA supplémentaire, il sera affecté pour nous au déficit. Bercy espère que la TVA sociale et donc la baisse des cotisations familiales permettra la création de 100 000 emplois. Est-ce que c'est réaliste, selon vous? Non, c'est complètement bidon, ça. Je veux dire, c'est pas le coût du travail qui est pénalisant en France. Le coût du travail en France, contrairement à ce qu'on raconte tous les jours, c'est à peu près le même qu'en Allemagne. Donc on ne va pas d'abord commencer à faire la baisse au coût du travail, parce que je peux vous dire que les Chinois, les Indiens ou les habitants du Bangladesh seront toujours devant nous, en termes de faible coût du travail. Et donc ceci n'a aucun sens. Deuxièmement, si on voulait baisser, colossalement le coût du travail, eh bien, il faudrait une augmentation de 5 points de TVA, vous disent tous les spécialistes, parce qu'il faudra enlever 35 milliards de charges, et donc ça veut dire 5 points de TVA. Évidemment, ceci est absolument irréaliste. Ce qu'il faut, c'est produire en France. C'est toute la thématique de la campagne de François Bayrou, c'est-à-dire rendre de l'emploi aux Français. On a eu les chiffres du commerce extérieur cette semaine, qui sont consternants, 60 milliards de déficit en France et aux environs de 160 milliards d'excédents en Allemagne. 158. Écoutez, 160 je dis, voilà, j'étais pas très loin, pardon, 158.
Écoutez, on est dans la même sphère européenne. Nous avons la même monnaie qui s'appelle l'euro. Eh bien, d'un côté, il y a un pays qui a su se redoter d'un appareil industriel et qui fait de la production de qualité. Et de l'autre côté, il y a un pays qui s'appauvrit depuis 10 ans. Eh bien, c'est ça à quoi nous devons dire stop. Et c'est ça, un des enjeux majeurs de la campagne d'élection présidentielle qui va s'ouvrir bientôt, je l'espère, avec tous ces acteurs. Alors tous les efforts présentés dans le collectif budgétaire sont-ils suffisants? On a eu cette semaine l'avis de la Cour des comptes sur la question. Son président Didier Migaud est venu présenter à l'Assemblée puis au Sénat le rapport annuel. Il demande un effort accru au gouvernement actuel et à venir sur la réduction des niches fiscales, mais surtout la diminution des dépenses publiques. On l'écoute. La perte considérable des marges de manœuvre que la charge de la dette nous impose aujourd'hui et pourrait nous imposer davantage demain si nous ne mettons pas en œuvre un redressement rapide de nos comptes montre qu'en effet, afin de rester maître de sa souveraineté, un pays doit être maître de ses finances publiques. Finalement, Didier Migaud est à peu près sur la même ligne avec François Bayrou. Il pense la même chose. Il y a une convergence. Ce qu'il vient de dire, c'est une convergence des hommes honnêtes, au fond, qui regardent la situation avec honnêteté et impartialité, ce qui est le cas de la Cour des comptes et ce qui est le cas aussi de François Bayrou. Et c'est pour ça que ça converge. Donc on l'a vu, la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Il faut absolument réduire le déficit public. Le gouvernement se donne comme date butoir 2016, François Hollande 2015, François Bayrou également. Ça n'est pas vrai. C'est dans 3 ans. Ce sont des mots, ce sont des phrases. Quand François Hollande dit on va revenir à l'équilibre, de quelle économie il parle? Est-ce qu'il dit à un moment il faudra dépenser moins? Non. Il dit le contraire, il faudra dépenser plus. Et quand la droite, l'UMP, dit bien sûr, on est en train de revenir à l'équilibre des finances publiques, de quoi parlent-ils? Ils augmentent les prélèvements. Mais est-ce qu'ils ont parlé d'une seule économie réelle sur le budget de la nation? La réponse est non. Alors on vous fait des jolies phrases, on vous fait des belles phrases, mais elles trompent personne. Et moi, je préfère que, autour et avec François Bayrou, on regarde ces choses-là, les yeux grands ouverts. On se dise que oui, on peut arriver. Oui, on peut, au fond, s'y coller à ces efforts-là de façon juste. Et que si on ne le fait pas, c'est de l'extérieur qu'on nous imposera les choses. Eh bien, moi, je préfère que ce soit les Français qui le décident. Il faut quand même trouver 115 milliards d'euros. Il faut trouver 100 milliards d'euros. Nous nous proposons de faire 50 milliards d'économies sur 3 années ou 3 années et demie et 50 milliards de recettes supplémentaires. Il faut trouver 100 milliards d'euros. C'est l'impôt. Nous sommes les seuls à donner ces chiffres-là et à être absolument calés sur le rapport de la Cour des comptes. Et moi, j'attends que François Hollande et Nicolas Sarkozy nous disent un mot réel de ça. Pas des phrases pour faire semblant, mais la réalité des choses. Et je serai très heureuse qu'ils nous rejoignent sur nos positions. Et je serai très heureuse qu'ils disent « Oui, François Bayrou a raison, il a raison, nous devons nous y coller. » Parce qu'il faudra bien que, dans le rassemblement que je souhaite que François Bayrou opère le plus large possible, eh bien au fond, cette idée que nous devons faire face à notre dette et nos déficits, pour le bien-être de nous-mêmes et de nos enfants, que cette idée s'impose dans la campagne électorale. Et zéro augmentation de la dépense publique pendant 2 ans, absolument, ça suffit sauf celle des pensions, des retraites et des salaires, bien sûr. Allez, on va passer au jeudi avec, vous allez être contente puisque vous vouliez une mise en place de tous les candidats, et bien avec un président qui lui est de plus en plus candidat, c'est clair. Et Nicolas Sarkozy a choisi le Figaro Magazine pour une interview sur le thème des valeurs. Le président propose un référendum sur les demandeurs d'emploi et se demande s'il en faudrait un également sur les procédures d'expulsion. Alors pour ceux qui douteraient encore de sa candidature, tout cela ressemble fort à des premiers thèmes de campagne. Germain Andrieux. C'est une interview du président qui ressemble au programme d'un candidat. Travail, responsabilité, autorité. 3 mots-clés d'une future campagne articulée autour des valeurs. Opposé au mariage homosexuel, à l'euthanasie et au droit de vote des étrangers, le président, presque candidat, vise clairement le lectorat de droite. Toujours dans le programme, 2 référendums sont envisagés. L'un sur le droit des étrangers, l'autre sur les chômeurs. Là encore, rien ne sera fait avant le prochain quinquennat. Le grand référendum, c'est l'élection présidentielle. Et on donne ses idées dans une élection présidentielle. On dit ses propositions. Là, il y a surtout, d'après ce que je vois, ce que je comprends, une volonté supplémentaire d'avoir des débats qui divisent. La méthode Sarkozy, c'est à chaque fois qu'il y a un fait divers, on fait une loi. Et là, c'est sur des sujets qui sont complexes et qui divisent profondément les Français, eh bien, on fait un référendum. C'est du populisme, c'est un clin d'œil aux
aux électeurs de Madame Le Pen. L'objectif avoué, consulter l'opinion des Français sur le système d'indemnisation du chômage, sur le droit ou non des chômeurs de refuser un travail ou une formation. Reste à entrer en campagne pour calmer l'impatience des militants et des élus. La réalité, c'est comment je peux aujourd'hui répondre le mieux aux préoccupations de mes concitoyens, si ce n'est en les consultant. Et là, il a tout à fait raison. Alors après, qu'on puisse attacher cela à un programme de campagne, pourquoi pas? Pour le moment, la majorité multiplie les annonces, les écrans de fumée pour conserver la surprise. Dernière rumeur en date, une déclaration de candidature dès la semaine prochaine, autour du 16 février, avec à la clé un premier meeting à Marseille. Alors, avant de vous faire réagir sur le fond, sur cette candidature imminente, sûrement la semaine prochaine, avec meeting le 19 février à Marseille, c'est une bonne nouvelle, là, il faut vraiment qu'il se déclare? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, hein. Ça sera aux Français d'en juger. Oui, mais que les candidats UMP se déclarent. C'est complètement bidon tout ça. Disons les choses. Tout le monde voit bien que Nicolas Sarkozy est en campagne depuis des semaines et des semaines et des semaines. Bon, alors, voilà. Alors ça veut dire quoi? Qu'au lieu que son temps de parole soit pas compté, qu'il sera davantage compté, qu'au lieu de se servir des moyens de l'État, il s'en servira un peu moins. Enfin bon, et encore, on verra. Bon. Voilà, ceci éclaircit une situation qui était connue par tous les Français. Mais cette non-candidature laissait un peu plus d'espace à François Bayrou, non, jusqu'à présent? Mais écoutez, est-ce qu'on peut revenir sur le fond, si vous voulez bien? Parce que parce que vous parlez d'espace. Je trouve ça absolument consternant, cette espèce de course comme ça. On a l'impression à des thématiques, mais d'un autre temps. Et je trouve ça dangereux. On dit c'est la droite. Mais la droite, c'est pas ça. Je veux dire, il y a une droite républicaine en France, sociale, tolérante et ouverte, qui ne va pas se reconnaître dans ce type de propos, alors, concrètement, de propositions. l'idée d'un référendum sur les demandeurs d'emploi. Mais moi, je trouve ça terrible. Ça veut dire quoi? Qu'on montre du doigt les demandeurs d'emploi, qu'on dit attention, là, il faudrait arrêter avec le traitement social du chômage. Mais vous croyez que les chômeurs, les jeunes chômeuses et les jeunes chômeurs d'aujourd'hui, qui ont un BTS en poche et qui ne trouvent pas d'emploi, vous croyez qu'ils n'ont pas d'emploi, qu'ils sont au chômage par plaisir? Vous ne croyez pas que la priorité urgente d'un pays, c'est pas simplement de leur rendre de l'emploi, de leur donner de l'emploi, de créer des emplois? La question du référendum n'est pas faut-il indemniser les chômeurs, hein, faut-il qu'ils acceptent la première proposition d'emploi? Vous ne visez pas, oui, ça revient exactement à ça, c'est-à-dire je sous-entends que il pourrait y avoir un problème et qu'au fond, les chômeurs, s'ils restent au chômage, c'est bien parce qu'ils le veulent, hein, parce qu'on leur en propose des emplois. Mais vous voyez bien, ils ne les prennent pas, alors il faut que tout ça, ça suffit. Eh bien moi, je trouve ça consternant. Et je sais que la France, ça n'est pas ça. Et que les Français, dans leur immense majorité, rejetteront tout ceci. Ça n'est pas une manière de gouverner le pays. Vous ne gouvernez pas le pays en ciblant comme ça, en mettant le doigt sur une partie des Français et en les soumettant à une espèce de jugement de valeur que je trouve absolument terrible. L'urgence pour les chômeurs, c'est de leur rendre l'emploi. C'est encore un exemple venu d'Allemagne, visiblement. C'est un exemple venu d'Allemagne? Il y a eu un référendum en Allemagne sur ces questions-là? L'idée de... Mais que vous regardiez, de rendre obligatoire que vous regardiez sur ces sujets qui sont complexes. Écoutez, rendre obligatoire le fait que, à la première offre d'emploi, vous devez la prendre, ou on arrête de vous donner des indemnités, pour lesquelles, je vous rappelle, vous avez cotisé quand vous avez travaillé. Je dis juste ça en passant. Hein, vous avez cotisé pour vos indemnités. C'est pas du vol. Je veux dire, on vous les doit. Alors ça veut dire que on vous propose un emploi, même s'il ne correspond pas à vos compétences, à ce que vous savez faire ou à vos envies. Si vous ne le prenez pas, vous êtes disqualifié pour avoir des allocations de chômage. Mais dans quel pays serions-nous si nous mettions ça en œuvre demain? Ceci n'est pas la France et ceci, les Français n'en voudront pas. Avec ces annonces, on voit Nicolas Sarkozy voudrait multiplier le recours au référendum. C'est également ce que propose Marine Le Pen. Là aussi, c'est un virage très à droite. Je crois que le référendum peut être important pour les questions, on va dire, lourdes du pays. Par exemple, le retour à l'équilibre des finances publiques. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait imaginer, de mettre autour de la table tous ceux que ça concerne, surtout quand il faudra décider d'efforts communs et d'efforts partagés, à condition qu'ils soient équitables. Et au fond, pour l'ancrer dans la responsabilité française, pourquoi pas le soumettre à un référendum? Je pense aux retraites, je pense à une réforme des institutions.
Ça, oui, ce type de grandes réformes sur des questions importantes. Mais sur ce genre de questions, soit la question des chômeurs, soit la question, j'ai vu aussi peut-être concernant les immigrés. Vous voyez bien que c'est pour faire flamber la société française autour de débats sans fin et que c'est, à mon avis, le contraire de ce qu'il faut faire. Cette société, elle a besoin qu'on la rassemble, qu'on la mobilise pour l'emploi. C'est exactement le contraire de la démarche de Sarkozy. On voit Marielle de Sarnez dans cette campagne qui n'a pas encore commencé, une droite qui est bien marquée à droite et finalement François Hollande qui est marqué à gauche. François Bayrou... Mais je trouve ça très bien, ça va être très intéressant. Je préférais que Nicolas Sarkozy n'ait pas ses propositions. Imaginons que les deux grands candidats soient tous les deux au deuxième tour. François Bayrou se sentira proche de qui ? Je vais vous dire une chose, je ne vais pas imaginer ça. Parce que je sais bien que tout est fait pour ça. Je sais bien qu'il y a une espèce, on va dire, allez, d'entente cordiale, entre Sarkozy et Hollande, pour au fond préempter le débat politique. Je parle, je te réponds, puis je te reparle, puis je vais te répondre. Ils vont essayer de nous caser ça et de nous faire ça pendant les semaines et les semaines. Mais moi, je vous dis, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Mais si François Bayrou n'est pas au second tour, il va être forcément très courtisé. Je vais tout faire, et nous allons tout faire, pour que François Bayrou occupe cet espace central qui demande plus que jamais à être occupé. François Hollande, comme vous l'avez dit, il fait une campagne de gauche, très bien, c'est son choix. Nicolas Sarkozy fait une campagne pas de droite républicaine, c'est encore autre chose là. Il court après des thématiques qui sont pas bonnes sur le pays. Eh bien écoutez, tout ceci effectivement ouvre un espace central dans lequel je ne doute pas qu'il y aura de nombreux Français, de nombreuses Françaises qui viennent, on va dire, du centre droit, du centre gauche, de la droite républicaine et sociale, des réformateurs de progrès qui nous rejoindront. Je dis toujours l'inauguration à Tanger au Maroc d'une nouvelle usine Renault. Avec cette inauguration, c'est le débat sur la délocalisation et le coût du travail qui est relancé. Les salariés seront payés 240 € par mois. Alors pour les sénateurs, ce jeudi en séance, ils organisaient un débat sur l'avenir de l'automobile en France. La pilule est amère. Flora Sauvage. Difficile de rivaliser avec les coûts de production du Maroc, un pays où le salaire mensuel s'élève à 250 € en moyenne. Renault a choisi de délocaliser sa production de voitures low cost à Tanger, une décision qui est peu appréciée au Sénat. Pour abaisser le coût du travail, eh bien, on va délocaliser pour accroître un rendement envers les actionnaires. Que l'on soit de gauche ou de droite, sur les bancs de la Haute Assemblée, on déplore le tournant que prend Renault, détenu à 15% par l'État. Ce constructeur ne produit plus que 18 à 20% de sa production sur le sol national. Il y a du capital public dans Renault et la direction s'apprête à poursuivre cette politique de délocalisation. Il faut que nos grands constructeurs français aient une attitude plus citoyenne qu'ils ne l'ont aujourd'hui. Pour le patron du Modem, François Bayrou, la décision de Renault va à l'encontre du Made in France qui lui est si cher. On a besoin d'avoir chez nous des productions, des emplois, des richesses qui se font. Le fait que tout s'en aille, que tout fiche le camp, c'est un drame pour notre pays. Interrogé sur le fait de savoir si cette délocalisation est une bonne chose, le secrétaire d'État chargé du commerce extérieur paraît embarrassé. Si on réfléchit en termes d'accès à des marchés en développement, c'est une bonne chose. S'il s'agit de réimporter des voitures en France, la question est tout à fait différente. Aujourd'hui, la production de Renault en France n'a cessé de se réduire comme peau de chagrin. À Tanger, Renault emploiera 6 000 salariés dans son usine pour construire 150 000 véhicules par an. Alors Renault au Maroc, est-ce que c'est un scandale d'État, Marielle de Sarnez ? En tous les cas, l'État n'a pas fait et ne fait pas son travail d'actionnaire. Pouvant avoir une stratégie sur ces grandes questions d'industrie automobile, et Renault ne fait pas correctement son travail. Ça, c'est une certitude. Il ne pèse en rien L'État sur à 15%, et donc il pèse. Pardonnez-moi, quand vous avez 15%, vous pouvez décider de peser. Et en plus, il y a d'autres, on va dire, acteurs institutionnels dans le tour de table. Donc si vous mettez acteurs institutionnels plus État, vous pouvez tout à fait avoir une stratégie. La vérité, c'est que là, il n'y a pas de stratégie. On laisse faire les choses, on ne décide de rien, il n'y a aucun volontarisme qui s'exprime, et on constate les choses. Il y avait 1 200 000 voitures fabriquées en France par Renault il y a 5 ans. On a aujourd'hui 440 000 voitures fabriquées. Dans le même temps, en Allemagne, le nombre de voitures fabriquées par Volkswagen, a augmenté. Et donc, il n'y a pas de fatalité, au fond, à produire moins de voitures. Ça veut donc dire qu'on a mal fait notre travail. Renault n'a pas bien bossé et l'État n'a pas fait son travail. Quand vous avez Toyota qui vient à Valenciennes, si Toyota vient à Valenciennes, c'est rentable pour Toyota. Ils ne viennent pas juste parce que Valenciennes est une belle ville.
Ils viennent parce que c'est rentable et que c'est bon pour eux. Et donc ça veut dire qu'on peut produire en France, que ça peut marcher pour l'actionnaire, pour Toyota ça marche, et que par exemple quand on voit que Nissan, qui est associé à Renault, produit des voitures en Europe, partout sauf en France, c'est-à-dire en Espagne ou en Grande-Bretagne, il y a quelque chose qui ne marche franchement pas. Juste avec un SMIC à 250 € au Maroc, on Mais très comprend bien, que ça puisse c'est ce que être je vous ai dit, la attractif course pour, à la baisse du coût du travail, ça n'a absolument aucun sens. On doit rester, nous, producteurs si possible, réindustrialisant notre pays, ça c'est l'obsession de François Bayrou et il a raison, c'est la seule façon de rendre de l'emploi avec des produits de qualité et donc de la recherche, de l'innovation, mais il faut arrêter aussi de déserter au fond l'industriel et l'automobile. Il faut suspendre peut-être les aides publiques aux entreprises. Mais ça fait les aides des d'État. années qu'on dit ça. Droite et gauche confondues. Quand la gauche gouvernait, c'était la même chose. Quand la droite gouverne, c'est la même chose. Ils ne font pas leur travail. L'État, il est actionnaire. Et donc, il peut définir une stratégie. Et une stratégie offensive, plutôt que d'être toujours sur la défensive. Et la seule stratégie offensive que je connais, c'est effectivement de mettre le paquet sur ce que François Bayrou appelle le produire en France. Allez, Marine Le Sano a terminé avec un des thèmes fétiches de François Bayrou, Oui. l'éducation. François Hollande est en déplacement ce jeudi sur ce thème à Orléans. Outre la création de 60 000 postes, le candidat socialiste annonce un plan de réforme des rythmes scolaires à la formation des enseignants. Jean-Baptiste Daoulas. Pour parler d'éducation, François Hollande commence par jouer les professeurs d'histoire. Il rend un hommage appuyé à Jean Zay, le ministre de l'Éducation de Léon Blum, assassiné par la milice en 1944. L'éducation pour François Hollande, ce n'est pas seulement de l'histoire, c'est aussi des chiffres. Sa promesse de créer 60 000 postes en 5 ans s'intègre dans une réforme globale du système éducatif. Je veux une refondation, pas une restauration, une refondation de l'école. Ces 5 dernières années, la France a perdu beaucoup de temps et de force. Nous héritons d'une dette éducative, au même titre qu'il existe une dette financière, une dette budgétaire. Eh bien, il y a une dette éducative. François Hollande s'est inspiré des pays nordiques. Il souhaite concentrer ses efforts sur la période déterminante de l'école primaire. Son objectif, plus d'un professeur par classe pour mieux accompagner les élèves qui décrochent. Le rythme scolaire devrait être revu. Fini la semaine de 4 jours. Place à une année scolaire et à des semaines plus longues, mais avec des journées plus courtes. Le candidat socialiste souhaite aussi rendre moins violente la transition entre école, collège, lycée et enseignement supérieur avec une réforme de certains programmes. Enfin, François Hollande s'adresse aussi aux enseignants. Il propose une refonte de leur formation avec la création d'écoles du professorat et de l'éducation par lesquelles passeraient tous les futurs profs, du primaire comme de l'université. François Hollande cède à leurs principales revendications. Il rétablira l'année de stage pour les apprentis enseignants. Alors François Bayrou avait lui-même présenté son programme sur l'éducation le week-end précédent. Je vais être un petit peu provo peut-être. Si je me mets à la place des enseignants, est-ce que le programme de François Hollande n'est pas plus attractif, plus alléchant? Non, je ne le crois pas, mais le programme de François Bayrou, quand même création de postes, vous n'avez pas lu le programme. réintroduction des très stages. bien, parce qu'en France, c'est ça le problème. D'abord, je veux dire une chose. Les enseignants, avant d'être des enseignants, sont des citoyens. Hein. Donc au fond, c'est aussi comme citoyens qu'ils vont aller voter et qu'ils suivent cette campagne électorale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est très intéressant ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans un pays où on considère qu'on ne peut améliorer les choses qu'en remettant des moyens et des moyens et des moyens et de l'argent et de l'argent et de l'argent. Nous n'avons plus d'argent. On ne manque pas de professeurs. Nous n'avons plus d'argent. Non, on ne manque pas de professeurs. On peut faire, nous proposons avec François Bayrou quelque chose qui est absolument juste. C'est de dire, dans la période difficile dans laquelle nous sommes, nous garantissons poste pour 5 ans, les moyens de l'école. Nous garantissons les moyens de l'éducation nationale. Nous n'y toucherons pas. Et ça, je peux vous dire que c'est un beau cadeau que la nation fait à son école. Et c'est bien normal. Et c'est bien normal. Mais promettre 60 000 postes de plus, comme si ces 60 000 postes de plus allaient régler les problèmes de dysfonctionnement de l'école, eh bien, ça ne marchera pas et ça ne se ferait pas. L'école française, elle a dégringolé. Elle était parmi les meilleures écoles du monde. Aujourd'hui, dans le classement de l'OCDE, elle est entre 20e, 25e, 30e pour tout l'apprentissage et la maîtrise des fondamentaux. Et donc, ce n'est pas une question de moyens. C'est une question d'organisation du système. C'est une question d'objectif. Il faut arrêter d'avoir des phrases générales sur l'école. Arrêter de dire « je remettrai des moyens ». Ce qui compte, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle l'effet maître, c'est ce qui se passe dans la classe.
Alors oui, il y a une obsession que François Bayrou a, c'est que par exemple, il n'y ait plus d'élèves qui passent en 6e sans maîtriser la lecture. Et donc nous disons aux primaires, désormais, 50% du temps doit être consacré à l'apprentissage du français. Ça, c'est important parce que ça crée les conditions pour qu'il n'y ait plus un jeune au bord de la route plus tard. Alors malheureusement, on n'a pas le temps de développer plus. C'est dommage que vous étiez donc directrice de cabinet de François Bayrou quand il était au ministère de l'Éducation. C'est un sujet que vous connaissez bien, mais malheureusement, il va falloir qu'on se quitte. Merci d'être venu. Merci à vous. Delphine, au revoir. Au revoir, et Aude. on se dit à la semaine prochaine, même lieu, même heure. Bonne semaine.